rentrant, il est bien frappé au premier poteau. C'est l'histoire de la plus grande équipe de France de football de tous les temps. Lorcaef et but. L'équipe du sélectionneur Aimé Jacquet et du capitaine Didier Deschamps a accédé au sommet mondial lors de la Coupe du Monde 1998. Quand je suis rentré dans les vestiaires, je savais qu'on allait gagner. Parce que les Brésiliens, ils sont 11. Et nous sommes des millions. À chaque fois qu'on était au contact des gens, mais c'était... Regarde, j'en ai encore la chair de poule, ça fait 17 ans. Petit. Et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit. Et ça, c'était magique. 2 ans plus tard, la France remporte également le championnat d'Europe 2000. Et but à la dernière minute. À ce moment-là, on sait qu'on est champion d'Europe. Avec une équipe encore plus forte qu'en 1998. On a peut-être gagné le championnat d'Europe plus difficilement que la Coupe du Monde 98. Ah, c'est superbe. Quel pied. Cette épopée a laissé le souvenir d'une France unie par un même objectif. D'une France qui gagne, d'un peuple black-blanc-beurre qui vibre aux exploits de Fabien Barthez, Thierry Henry ou Zinedine Zidane. Le souvenir d'une immense joie populaire, unique et inégalable. Depuis, jamais les principaux héros n'avaient été réunis pour raconter cette formidable aventure et les secrets de son succès depuis sa genèse jusqu'au triomphe final. Ça gagne, ça va aller au bout. Zinedine Zidane. Un nom inscrit pour toujours tout en haut de l'Arc de Triomphe et un emblème pour cette génération, la génération Zidane. Voici son récit. Pour faire revivre les exploits de cette génération et mieux en comprendre son histoire, il fallait un personnage à la hauteur. Luis Fernandez, 60 sélections en équipe de France, ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, une grande gueule radiophonique aussi. Il a voulu aller à la rencontre de la génération Zidane, de ses petits frères, comme il dit. Lui, c'est la génération Platini, celle du premier titre de champion d'Europe remporté par une équipe de France en 1984. Celle-là n'a pas eu la chance de devenir aussi championne du monde. Luis Fernandez, un trait d'union entre ces deux plus belles époques du football français. Il a vu Platini dominer le monde. Il a vu son successeur Zinedine Zidane démarrer à l'AS Cannes au début des années 90. Dis donc, Ça va, toi? tu vas être tranquille. On va se rappeler un peu de tes belles années sous le maillot de l'équipe de France. Avant les belles années, à leur origine même, un cauchemar. Un soir de novembre 1993, face à la Bulgarie. Un but assassin, un but presque irréel, mais aussi un but magnifique. Kostadinov, hier soir, à 10 secondes de la fin de la rencontre, a balayé l'ultime espoir des tricolores et de leurs dirigeants. Alors qu'il ne lui fallait qu'un point sur les 2 derniers matchs de qualification, la France les perd tous les 2. Elle n'ira pas à la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. L'enjeu nous a submergés en fait. Et à cette époque-là, je pense qu'on avait encore les travers typiquement français dans le sport de haut niveau. C'est qu'on avait les qualités pour s'imposer, mais on n'avait pas le mental. Traumatisme. Quand tu participes pas à une Coupe du Monde, là ça en faisait 2 dans une carrière. On avait prévu de participer à cette Coupe du Monde aux États-Unis et éventuellement de bien préparer cette Coupe du Monde qui allait venir en France en 98. Et on n'avait pas du tout prévu ce couac important en 93. Mais moi, je l'ai vécu en tant que joueur. Ça a été vraiment une grosse cicatrice. Le traumatisme a été vraiment très, très grave. Pour les joueurs, pour le staff, pour le football français. Pour la 2e fois consécutive, la France n'est pas au rendez-vous mondial du football. Le football tricolore est en ruine. Le loyal Aimé Jacquet, adjoint du sélectionneur déchu Gérard Houllier, est appelé au sauvetage de la patrie dans ce qui ne doit être au départ qu'un intérim. Finalement, Jacquet ne quittera les Bleus que 4 ans plus tard, avec un titre de champion du monde. Un titre construit dès les premiers temps de sa prise de fonction. Aimé se retrouve projeté à la tête de l'équipe de France après, malheureusement, ces 2 mauvais résultats. Et je pense que l'urgence, c'est d'abord de se qualifier pour l'Euro 96. Pour créer une équipe, pour recréer quelque chose. Mais on s'est nourris, on n'était pas nombreux hein, d'avoir connu ça. On devait être, je sais pas, il y avait Lolo, on devait être 4-5. Il a fallu le surmonter
Et je pense qu'Aimé l'a très bien fait, mais dans un premier temps, a voulu reconstruire une équipe solide. On sent quand même que Aimé Jacquet a décidé de laisser la place aux jeunes. Exit les Ginola, Sauzet, Papin et Cantona. Ce dernier est alors une star gigantesque en Europe. Voici révélé pour la première fois pourquoi et comment Aimé Jacquet a décidé de s'en passer. Aimé avait été voir Eric. Il lui a dit, écoute Eric, on commence à trouver à peu près notre assise, mais devant j'ai un problème. J'ai pas l'attaque, je la trouve pas. Il avait essayé les Nantais, Loco, Wedek, Pedro. Youri est arrivé. Zizou a pointé le bout du nez en 94. Mais il manquait un finisseur, un avant-centre, un neuf. C'est pour ça qu'Aimé est allé voir Eric. Il lui dit, est-ce que tu veux jouer neuf? Si tu joues neuf, moi, mes problèmes, ils sont résolus. Et Eric lui a dit, non, coach, moi, je ne veux pas jouer neuf. J'ai besoin de liberté, je veux être un 9,5, je veux un 10, je veux passer, etc. Aimé lui a dit, bon, ben, écoute, je ne sais pas si je te prendrai. Mais finalement, il ne l'a pas pris. Par ce choix fort, le néo-sélectionneur fait ainsi place à une génération émergente, incarnée par celui qui deviendra l'icône de tout un peuple, Zinedine Zidane. ZZ, ses initiales claquent comme un mystère lorsqu'il débarque en bleu. Là, c'était le moment. Qui rend les autres meilleurs. Il t'amène l'équipe à un certain niveau. Il mettra longtemps à maturer. Son influence sera même discutée, jusqu'à ce qu'il mette tout le monde d'accord. Il est bien frappé au premier poteau. Ça tombe sur sa tête et après sa vie elle change. Djorkaeff et but Zidane. C'est un déclic pour le pays, c'est un déclic pour lui. Le jeune joueur talentueux des quartiers nord de Marseille n'est pas devenu une idole planétaire en un jour. Il faudra même quasiment 4 ans pour qu'il transcende réellement le destin de l'équipe de France. Mais dès son arrivée, quelques coups d'éclat suffisent aux Bleus pour qu'il semble tenir là le possible successeur de Michel Platini, comme lors de ce 17 août 1994. Je jouais à Bordeaux et l'équipe de France venait jouer donc à Bordeaux contre la République tchèque. Et à l'époque, c'est Youri Djorkaeff qui se blesse. J'avais besoin d'appeler un joueur et c'était plus facile. C'était plus facile d'appeler un joueur qui était sur place. Tu penses que tu as été appelé parce que tu étais sur place? Non, je pense que j'étais un petit peu dans les papiers d'Aimé à cette époque-là, mais bon. Là, c'était le moment, puisque j'étais sur place, j'étais chez moi à Bordeaux. Et puis en plus, comment ça s'est passé. Son nez en fin de match. Son nom, Zinedine Zidane. Devant son public, ce Zoro bordelais renverse à lui tout seul le cours du match. Un slalom et une frappe extraordinaire libèrent l'attaquant des Girondins. Il sauve avec ce deuxième but inscrit dans les dernières minutes l'équipe de France du désastre. Est-ce que vous aviez déjà rêvé à un tel scénario? C'est vraiment de l'ordre du rêve? C'est un rêve, ouais. Mais il faut le savourer un petit peu et après il faudra recommencer à bien jouer et c'est fabuleux ce qui m'arrive ce soir. Malgré cette révélation, la priorité d'Aimé Jacquet est alors ailleurs. Reconstruire et solidifier les fondations de l'équipe. L'idée de départ d'Aimé était celle-ci, certainement. Mais je pense qu'il a été bien aidé avec l'émergence ou avec l'arrivée de grands joueurs défensifs, de jeunes joueurs. Je veux citer Marcel, je veux citer Lilian Thuram, Lizarazu, Bichente bien sûr, l'arrivée aussi ou l'émergence d'un gardien comme Fabien Barthez. De jeunes joueurs qui ont éclaté au grand jour à l'Euro 96. Son idée a pris vraiment du poids. Quand tu as un nouveau chantier, tu commences en général par la défense. Donc comme beaucoup d'entraîneurs, Aimé Jacquet a fait ses preuves déjà, notamment à Bordeaux. C'est l'entraîneur confirmé, il sait qu'il faut qu'il ait une bonne défense. Et après, il trouvera des solutions offensives. Je me souviens, on commence déjà à jouer avec Zizou, Djorkaeff, un peu en numéro 10 tous les deux à la création, et puis un seul véritable attaquant. Les individualités offensives ne ressortent pas forcément. Moi, je ne suis pas un buteur avec des stats incroyables. Je me retrouve dans un poste véritablement d'avant-centre que j'occupe pas forcément quand je suis en club. C'est toujours compliqué de trouver du talent offensif, c'est souvent plus rare. Il sait
qu'il a sous son coude un joueur comme Zizou. À la 73e minute, Madar, juste entré en jeu, alerte Zidane qui prend tout son temps pour ajuster Shteléa. À ce moment-là, on prend conscience que ça y est. Mais tu te rends compte que c'est le facteur X. Voilà. Tu peux avoir un groupe, mais tu sais qu'il te faut un joueur. Voilà, c'est Ronaldo, Messi, Platini. Voilà, il te faut le joueur qui va à un moment ou l'autre, dans les moments difficiles, qui va te faire pencher la balance. Voilà, et tu te rends compte que ça peut être ce joueur. Et au-delà du fait qu'il peut être ce facteur X, tu te rends compte qu'il rend les autres meilleurs. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as un joueur avec ce potentiel, tu sais que lorsque l'équipe est un peu en difficulté, sous pression, on lui donne le ballon et lui, il va te nettoyer un peu tout ça. Donc oui, tu sens que c'est l'élément important. Il fait partie des génies, mais toujours dans un souci du collectif. C'est pas le geste pour le geste. Moi, j'ai eu un leader, c'était Michel Platini. Toi, tu considères que d'avoir, dans cette époque-là, dans cette période, un Zinedine Zidane, ça a été un plus, un maître à jouer? On peut faire un parallèle avec les 2 maîtres à jouer. Quand il y a 2 maîtres à jouer d'une telle valeur, ça t'aide beaucoup. Et si c'est des joueurs intelligents, et ils étaient intelligents, ils t'amènent l'équipe à un certain niveau. Quand arrive l'Euro 1996, Zinedine Zidane n'est pas encore indiscutable. Certains n'ont pas été dans leur plénitude. Il faut savoir accepter et être un petit peu patient. C'était une belle expérience, c'était dommage que je n'étais pas à 100%. À l'image du jeune meneur qui peine à s'imposer, le jeu de l'équipe de France est encore en chantier. On n'avait peut-être pas le potentiel offensif qu'on a eu 2 ans après. L'objectif vraiment affiché, c'est 98. Qualifiée de justesse pour l'Euro 1996, la France débarque en Angleterre certes invaincue depuis le printemps 1994, mais sans certitude. C'est encore une sélection assez hétéroclite, dont le leadership est partagé entre Marseillais, Parisiens, Bordelais ou Nantais, et joueurs déjà partis à l'étranger comme Zinedine Zidane, à la Juventus Turin. Au fil de la compétition, les contours d'une vraie équipe vont commencer à se dessiner. C'est un premier pas. À aucun moment on a l'objectif de gagner l'Euro. C'est assez bizarre. En général, quand tu es la France, tu joues une compétition pour la gagner. Là, c'est pas vraiment le cas. Il y a le traumatisme quand même de 93. L'objectif vraiment affiché, et ce n'est pas que des mots, c'est 98. Et même dans l'attitude, dans le discours, on sent bien qu'on ne nous met pas une pression incroyable pour gagner. Même la pression populaire n'y est pas, la pression médiatique n'y est pas. Voilà, on doit faire une compétition solide, montrer des valeurs, montrer un groupe, montrer des choses, mais on n'a pas l'objectif. On sait qu'il y a des équipes qui sont meilleures que nous, on est un outsider et on le reste jusqu'à la fin. Et c'est presque par hasard que l'équipe de France va pouvoir enfin relever la tête. Christophe Dugarry est à la réception de ce centre de Djorkaeff, entre 2 joueurs, avec un peu de réussite, il est vrai. Il précède la sortie aventureuse du gardien pour marquer son premier but en équipe de France. La veille de la demi-finale, je me suis blessé au mollet, je n'ai pas pu jouer la demi-finale. Donc c'était un peu ric-rac parce qu'on est passé séance de tir au but contre les Pays-Bas, on perd au tir au but contre les Tchèques, mais on sentait qu'on était solide, qu'on n'avait peut-être pas les mêmes armes offensives, le potentiel offensif qu'on a eu 2 ans après, quoi. Même si on n'a pas été excellent, on n'a pas su provoquer les choses. C'est ce qui me gêne parce qu'on s'est appuyé sur des choses. On aurait pu inverser la tendance, ça veut dire on aurait pu attaquer, on aurait pu se livrer. Et à la sortie, on a préféré gérer. Je crois que c'était un mauvais calcul. Mais avant même, je veux dire, d'être stressé durant les pénaltys, il faudrait peut-être arriver à faire la différence durant les 1h20 que l'on a eu, les 120 minutes. Donc bon, déçu parce que physiquement on avait le sentiment d'être un petit peu à la rue. Je pense qu'on aurait pu avoir quelques changements d'effectués. Parce que vous pouvez vous apercevoir qu'on était vraiment cuit et qu'on n'a pas donné ce que l'on attendait. La défaite au pénalty en demi-finale face à la République tchèque, future championne d'Europe, délie les langues. Elle révèle quelques caractères autant qu'elle les soude. Une équipe, des leaders et une ambition sont en train de naître, mais il manque encore des choses. Comme le rappelle le commentateur de l'époque, le Messi se fait attendre. Défaillance collective donc, défaillance individuelle aussi. Zidane plaide coupable et reconnaît qu'il n'a pas joué à 100% de ses moyens. J'ai eu un accident de voiture 3 semaines avant le championnat d'Europe et j'avais quand même bien morflé. Je l'ai joué et je l'ai fait parce que tu sais que souvent ton envie prend le dessus sur l'aspect physique et moi c'était ça. J'avais tellement envie d'être à l'Euro
et d'essayer de faire bien les choses que ce que j'avais, le coup que j'avais pris physiquement par rapport à cet accident n'était rien par rapport à l'envie que j'avais de jouer cet Euro. Mais plus la compétition avançait, plus les matchs étaient rapprochés et plus c'était compliqué pour moi. Mais c'est pas grave, c'était une belle expérience, c'était dommage que je n'étais pas à 100%. Certains n'ont pas été dans leur plénitude, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot. Il faut savoir accepter et être un petit peu patient. Patient, le public ne l'est pas. Pas plus que la presse ou les grands anciens qui fustigent une équipe peu attractive et peu tournée vers l'attaque. C'est le début d'une incompréhension avec le discours du sélectionneur national, principale cible des critiques. Les prémices de ce qui deviendra bientôt l'affaire Jacquet. Pour l'heure, l'intéressé garde le cap, sûr de sa stratégie. L'histoire lui donnera raison. Il y a 1 an et demi, je crois, qui aurait dit que l'équipe de France serait demi-finale en championnat d'Europe. Bon, c'est vrai qu'on a raté le dernier match, j'en suis peut-être fautif, peut-être, on verra bien. En ce qui me concerne, moi j'ai des convictions. J'ai toujours fait en sorte de maintenir une logique de jeu, une logique de sélection. Pendant plus de 2 ans, ça nous a bien réussi, parce qu'on a manqué une demi-finale, on va tout remettre en cause. C'est bien dommage, mais c'est un petit peu franco-français. Moi, je dis que l'équipe de France est partie pour faire quelque chose. Je pense que ce groupe est prêt maintenant pour aborder l'événement de ce dernier siècle. C'est fabuleux ce qu'on va vivre en 98. Il faut que tout le monde soit derrière l'équipe de France. À l'aune de l'événement, l'incompréhension a viré au conflit ouvert entre Aimé Jacquet et la presse. On est critiqué parce qu'on ne procure pas du beau jeu. Mais l'alchimie va se produire. La solidarité d'un groupe va entraîner l'ensemble du pays derrière l'équipe de France. Le soutien des gens, de la rue, ça nous a donné des ailes incroyables. Mon rêve le plus fou, bien entendu, c'est de brandir cette Coupe du Monde et puis de l'emmener dans mon petit village. Juin 1998, le Stade de France tout neuf attend la Coupe du Monde. Bientôt résonneront des cris de joie, des hurlements de victoire et les stigmates laissés dans le vestiaire par les héros. Mais tant que la compétition n'a pas commencé, l'heure est au choix et au débat. Et il y a plus que jamais 60 millions de sélectionneurs. Aimé Jacquet et moi, on était les deux plus chahutés. Il faut se souvenir qu'au départ, il y a 7 joueurs qui sont renvoyés à la maison, dont Nicolas Anelka, qui a le soutien populaire. Tout le monde préfère que ce soit Nicolas Anelka plutôt que Christophe Dugarry qui soit sélectionné. Il y avait une forme de cabale, mais qui n'était pas forcément injustifiée non plus. Nicolas méritait certainement d'y être. Voilà. Après, maintenant, c'est moi qui y suis et il faut y aller. Est-ce que tu as eu peur pour toi? Oui, bien sûr. Est-ce que tu t'es vu partir? Est-ce que tu t'es vu... Oui. Oui, bien sûr. À l'époque, je suis jeune, j'ai aucune certitude. C'était très dur. Ouais. Ah ouais, t'es en panique, t'as peur, quoi. T'as peur parce que c'est quand même une Coupe du Monde qui se joue et même si, le résultat, bien évidemment, tu le connais pas, mais c'est chez toi, c'est devant ton public et t'as envie de la faire, quoi. Et puis bon, quand tu vois tes potes faire les valises, partir, franchement, ça a été une soirée très très difficile. Il y a une page qui se tourne, toi t'es obligé de te concentrer sur l'événement qui t'attend et c'est à ce moment-là où vraiment l'aventure elle commence, quoi. Si le cas des joueurs est réglé, celui d'Aimé Jacquet reste l'objet d'une polémique l'opposant durement à la presse. L'équipe en tête. Pas rancunier, mais j'oublie rien. Ça, c'était chez moi, j'oublie jamais rien. Parce que les gens, dans ma formation, c'est respect et honnêteté. Et à partir de là, on va loin quand on a ces 2 trucs. C'est pas tout à fait le cas, malheureusement, dans les médias actuels. Résiste. 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 Le quotidien sportif lui attribue depuis longtemps les performances poussives des Bleus et doute à l'excès de sa capacité à porter l'équipe de France jusqu'au sacre. Le sélectionneur parle, lui, de méthodologie de matraquage. La tension est maximale, elle finit d'unir le groupe.
C'était injuste, ça ne reflétait pas, nous, ce qu'on vivait à l'intérieur. Il avait un double discours. Tu as toujours un double discours, même maintenant. Tu ne peux pas dire les mêmes choses. Si, quoique maintenant, quand tu parles dans le vestiaire, 5 minutes après, tout se sait à l'extérieur. Alors qu'à l'époque, non. Tu es obligé d'avoir plus ou moins le même discours. Avant, non. À l'époque, non. Mais oui, ça unifie encore plus le groupe, ça le rend encore plus solidaire. Aimé a été très meurtri. Je me rappelle d'Aimé prendre les revues de presse, de les coller et nous dire, voilà, on est détesté par tout le monde. Donc en plus de vouloir et de devoir gagner la Coupe du Monde, on a un objectif qui est encore aussi important, c'est de nous faire aimer. Même avec le succès, il est marqué à vie. Il ne peut pas oublier, parce qu'il n'y a pas que lui, il ne faut pas oublier, Louis. Tu sais, tu as une famille, hein. Tu as une femme, tu as des enfants, et eux, ils se prennent ça en pleine tête, ils n'ont rien demandé. Nous, on est prêts à la limite. Prête, l'équipe de France ne l'est pas encore tout à fait. On sent de plus en plus cette équipe de France se préparer, mais pas dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions, sinon tu dois le vivre ça aussi, non? Ouais, c'est vrai que quand tu regardes les matchs amicaux juste avant la Coupe du Monde, ça n'a pas été terrible. On est critiqué parce qu'on ne procure pas du beau jeu, mais je pense que la compétition et le fait de jouer une Coupe du Monde, ça transcende tout le monde, et c'est ce qui s'est passé. Moi, je me souviens, la veille du match contre l'Afrique du Sud à Marseille, on fait un entraînement, on fait les titulaires contre les remplaçants. On prend les titulaires, on prend, je sais pas quoi, 10 buts. Par les remplaçants? Par les remplaçants. Donc catastrophique, mais un entraînement catastrophique. Et alors? Eh bien, justement, et la preuve, le lendemain, on marque 3 buts, on gagne 3-0, et puis notre compétition, elle commence. Ce soir, sur l'écran géant, le match tant convoité. 21h35, RAS. 21h15, il ne se passe toujours rien. Alors Nicole, ce match, c'est nous. 21h29, première occasion manquée pour Dugarry. Un avis, Samy? Christophe Dugarry, il est nul, alors c'est pour ça on est un petit peu énervé là. La tête de Dugarry! Dugarry! Bien joué Christophe! Voilà, il fallait qu'il rentre dans son match et il vient d'y rentrer avec ce but à la 34e minute. Alors, Samy, toujours du même avis? Non, c'est un dieu! C'est un dieu! C'est objectif là? La France a réussi son entrée. Mais alors que sur sa lancée, elle écrase l'Arabie Saoudite, Zinedine Zidane est expulsé pour avoir marché sur le capitaine saoudien. Il faudra faire sans lui jusqu'au quart de finale. La victoire 2-1 face au Danemark lors du dernier match de poule ne lève pas toutes les inquiétudes. On s'est construit à travers la Coupe du Monde aussi. Voilà, le match d'ouverture a été important. Bon, après, le 8e, on passe ric-rac. Hein. Contre le Paraguay. Paraguay, Chilavert, là, on ne voyait pas le but. Il bouchait tout le but. Et ça peut s'arrêter là. Et là, c'est plus du tout la même histoire. C'est passé, l'Italie... Penalty, bon. Bon, ok, il faut un petit peu de... Parce qu'on l'a provoqué certainement aussi. France-Italie, quart de finale. Un match charnière dans cette Coupe du Monde. Un match tendu, serré, fermé, comme un derby. À l'époque, le championnat italien est le plus relevé au monde et la plupart des stars françaises y évoluent. « 0-0 au terme du temps réglementaire, l'Italien Di Biagio frappe la barre transversale. Et les Bleus sortent victorieux des pénaltys. Une victoire libératrice et un symbole de ce que l'exode des joueurs français à l'étranger leur a apporté sur le chemin du sacre. Cet exode a permis justement de se cultiver au quotidien dans cette niaque, dans la culture de la gagne en fait. Et ça t'ouvre les yeux, ça t'ouvre l'esprit. Et là, tu te rends compte, malgré la concurrence qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'état d'esprit pour avoir un véritable groupe. Et ça, je pense qu'on l'a tous appris. On s'est rendu compte qu'est-ce que c'était vraiment le très haut niveau. Je venais de Bordeaux, de la France, et j'arrive dans l'un des plus beaux clubs au monde. Juste, c'était autre chose. Pour eux, c'était, à chaque fois qu'on est sur le terrain, c'est la gagne. J'ai franchi un palier. Au lendemain de notre sacre de champion du monde, la presse italienne. Ils ont titré l'Italie a
a enfanté des monstres. Dans le camp français comme dans tout le pays, l'atmosphère a définitivement changé. La tension a laissé la place à la confiance, à la communion et au rêve. La complicité entre une équipe et son peuple devient évidente. Les rires après les efforts, Emmanuel Petit nous a avoué avoir été particulièrement impressionné par Lilian Thuram, son ex-coéquipier à Monaco. Il connaît son secret. Un vrai hamster. D'ailleurs, j'ai demandé à sa femme s'il n'avait pas une plantation de salade. S'il fait que ça, bouffer des salades. Mais il fait que ça. S'il pouvait en bouffer le matin, il en bouffera aussi. Alors que la demi-finale face à la Croatie approche, ce n'est plus la même équipe de France. Les Bleus veulent aller au bout. On a fait quelque chose de très bien jusqu'à maintenant, mais si on veut faire quelque chose de très grand, il faudra continuer et il faudra aller au bout. La demi-finale, c'est bien, mais bon, c'est pas la finalité, quoi. On y est pour la finale, hein. On y est. Demi-finale, on fait une grande deuxième mi-temps. La première mi-temps, elle n'est pas bonne. D'ailleurs, Aimé nous fracasse à la mi-temps, mais à juste raison. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe. Parce que son message, le message d'Aimé, c'est quelque part. C'est dire, vous avez peur de gagner. Ouais. Peur de gagner, tu ne vas pas gagner. Mais il avait raison. Peur de gagner, peur de quoi? Et finalement, il a libéré tout le monde parce que... Le seul qui s'est libéré, c'était Thuram. Ce soir-là, Thuram nous met 2 buts. Mais toi, tu es journaliste, toi. Je ne suis pas journaliste. Toi, tu es journaliste, toi. Je m'en rappelle, je l'ai suivi, je l'ai regardé. J'ai dit, c'est un latéral droit qui nous marque 2 buts. À chaque match, son héros. Lilian Thuram, égérie de cette France black-blanc-beurre, rassemblée derrière les Bleus, sera celui de la demi-finale. Fautif sur le premier but du match en faveur des Croates, il se rachète en allant inscrire un doublé et envoyer l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. J'attends les buts de Zizou, j'attends les buts des attaquants. Thuram, il fait partie de cette équipe ou quoi? Oui, mais c'était l'arrière droit. Et alors, c'est comme ça. Ah, vous lui avez donné un peu plus de liberté. Lui, il a marqué 2 buts pour que moi, j'ai la possibilité après en finale de marquer 2 buts. À la mi-temps du match, il y a Mario Stanic, qui jouait avec moi à l'époque à Parme, vient et me souffle à l'oreille, ce match, c'est pour nous. Et je pense que c'est ça qui fait la diff. Parce que quand on prend le premier but, cette phrase-là me revient. Et moi, je me dis, non, c'est pas possible, le match-là, c'est pour nous, c'est évident. Et donc, je pense que c'est peut-être c'est ce moment-là qui... parce qu'effectivement, qu'on pique quelqu'un, parfois, ça peut être dangereux. Et donc, après, j'ai eu la chance de marquer ces buts, quoi. La France bascule alors dans une ambiance festive et joyeuse, telle que certains la comparent à la libération de 1945. Il n'y a plus 60 millions de sélectionneurs, mais 60 millions de supporters. À partir du moment où on a senti le soutien, pas de la presse, des gens, de la rue, ça nous a donné des ailes incroyables. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, les dernières heures de préparation avant la finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France s'entraîne à Clairefontaine, celle du Brésil est à Lesigny, avant une rencontre historique, le choc entre 2 continents. Et c'est la première fois que la France est en finale. Lorsqu'on arrive au stade, il y avait du monde de partout. Il y avait des centaines de motards qui nous suivaient, il y avait des hélicoptères. C'était incroyable. Et donc, quand je suis rentré dans les vestiaires, je savais qu'on allait gagner. Parce que les Brésiliens, ils sont 11. Et nous sommes des millions. 12 juillet 1998, c'est le grand soir. Tout un pays retient son souffle, en espérant que cette fois l'idole Zinedine Zidane sera au rendez-vous de l'histoire. Il faut dire que Zizou n'a pas été bon à la Coupe du Monde, 98? Si, il était bon. Non, il n'a pas été bon. Il n'a pas été... il n'a pas réussi ça.
Il prend ce carton rouge ici face à l'Arabie Saoudite. L'Italie, bon, c'est 0-0, c'est fermé. La Croatie, c'est Lilian qui nous sauve. Et c'est Coupe du Monde, c'est notre meilleur joueur, il n'a pas marqué. Ah mais il est sous pression, on est en chambre ensemble, je peux te garantir qu'il est sous pression. On attend qu'il fasse gagner l'équipe de France. Et puis bon, voilà, il y a ce petit coup de magie qui arrive. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Ça tombe sur sa tête et après sa vie elle change. C'est un déclic pour le pays, c'est un déclic pour lui. Transporté par l'événement, Zidane marque le premier but et répond ainsi à l'appel de son peuple et de ses coéquipiers. Il va même faire mieux. Djorkaeff et but Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil au Stade de France. À gauche, ils reviennent pas les Brésiliens. Allez, à gauche, Emmanuel Petit, allez, à gauche, à gauche, à gauche. Petit et but. Troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. Du délire dans le Stade de France, 48e minute. C'est fini. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Quand on monte chercher cette Coupe du Monde, c'est... Oui, de toute façon, tu en parles, à chaque fois il y a des frissons parce que tu rêves de ça. Tu sais, dans le quartier, quand tu joues avec les copains, tu t'amuses à jouer des Coupes du Monde, à être un joueur, à être une équipe. Tu es dans la réalité et quand ça arrive, ça fait quelque chose. Ouais. C'est des moments qui resteront gravés dans nos têtes parce que voir 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées, c'est ce 1,5 million de personnes qui est là ce jour-là. Pendant 1h30, c'est-à-dire le temps que ça dure, ils oublient en fait leur vie et ils sont avec nous. Et ça, c'était magique. La France plane sur un nuage et les Bleus avec. Ils deviennent insatiables et se fixent un nouveau challenge, remporter le titre champion d'Europe après le titre de champion du monde. L'équipe de France va prouver que la somptueuse victoire face au Brésil n'était pas le bout du chemin, mais le début d'une ère. Cette équipe, c'est plus du tout la même, elle a 2 ans de plus, elle a pris de la maturité. Le scénario du match, pour nous, est fantastique. C'est ce qui fait la beauté de toute façon du foot. On avait accompli le travail qu'on voulait, gagner la compétition et être le premier pays à faire le doublé. Est-ce que le championnat d'Europe qui arrive derrière, parce que alors là, celui-là, il est exceptionnel. Ça a été dur, ça a été dur. On a peut-être gagné le championnat d'Europe plus difficilement que la Coupe du Monde 98. Football européen, c'est comme ça. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus physique surtout. Et c'est pour cette raison que l'idée de gagner l'Euro, de faire un doublé après avoir gagné le Mondial en 98, 2 ans avant, c'était encore plus dur que de gagner le Mondial à domicile. Il fallait confirmer la victoire en 98. Tout le monde nous attendait au tournant. Attendu au tournant, les Bleus le sont par toute l'Europe qui se réunit en Belgique et en Hollande. Attendu, mais aussi plus fort et plus conquérant que jamais. On dit que l'équipe de 2000 est plus forte que celle de 98. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que oui. Je pense que oui, que c'est vrai. Ouais, bien sûr. Cette équipe, c'est plus du tout la même. Elle a 2 ans de plus, elle a pris de la maturité, elle a pris de la confiance. Je pense qu'avec ta période à toi, 84, je pense que c'est l'équipe de France, 86, c'est l'équipe la plus aboutie. Potentiellement, cette équipe
2000 était beaucoup plus forte offensivement. Ça nous a joué un peu des tours quand même, parce que là, on a modifié un petit peu. Le système, et on s'est projeté un peu plus vers l'avant. Ouais. Ça nous a créé quelques petits déséquilibres. Alors, avant, on était construit sur la base solide et plus sur le contre. Là, le fait d'aller là-bas, ça nous a exposé un petit peu. On a devant Dugarry, je te dis, Wiltord, Pires, Trezeguet, Henry, Nicolas Anelka. N'oublions pas celui-là aussi. Donc tu t'imagines là les 6 joueurs que je viens de te citer. Derrière, on a notre défense qui est, voilà, elle est solide, on se connaît parfaitement avec... Voilà, tout roule. Tu bascules dans une autre atmosphère, dans une autre galaxie, parce que tu es champion du monde. Il y a des mecs qui prennent de l'assurance. Il y a des jeunes qui explosent. Tout le monde commence à partir un peu à l'étranger. Donc, c'est un mélange de tout ça. Entre toutes les générations qui composent désormais cette équipe de France, la complicité est réelle, forgée à la victoire et à la bonne humeur. On aime s'amuser, on aime gagner, on est un peu comme des gosses. En général, tu as vu, quand on est jeune ou quand on dîne ensemble, c'est 15 minutes, 20 minutes. Tu as mangé, et tout le monde part. Et là, que ce soit en 98, mais surtout en 2000, on passait, je sais pas moi, presque 1 heure, 1 heure et quart après avoir dîné, on restait à table. Mais les 23, les 23 mecs, ça gagne. Là, ça gagne. C'est des signes qui ne trompent pas. Ça gagne. Quand tu sens ça, tu sais que ça gagne, ça va aller au bout. Ça va aller au bout. Ouais. Je marque le premier but. J'ouvre les hostilités. J'ouvre les hostilités. Ça sera mon seul but d'ailleurs. Laurent Blanc, défenseur reconnu, peut aussi avoir des envies d'offensive. L'instinct du buteur chez Saint-Libéraux, ou comment croire jusqu'au bout qu'on peut encore marquer. Laurent Blanc profite du travail de Nicolas Anelka et inscrit son 16e but en équipe de France. Pour Thierry Henry, son talent, sa vitesse, son sens du but travaillaient à Arsenal. 3 atouts qui permettent à l'équipe de France de mener 2-0. Les attaquants sont bien interchangeables. Anelka est sorti, remplacé par Sylvain Wiltord. Wiltord, 3e buteur de cette première rencontre. Les Français s'imposent 3-0. Même les plus grincheux appelleront ça une entrée réussie. Il n'y a désormais plus personne en France pour émettre les moindres doutes sur les Bleus. Les Français de Roger Lemaire sont désormais aussi forts que séduisants. C'est passé devant Repka, Thierry Henry toujours, l'arrivée de Djorkaeff, Quand on a fait les matchs à élimination directe, l'Espagne, on a commencé par l'Espagne. On est dans la fin de cette première mi-temps, coup franc, et là c'est le premier chef-d'œuvre de cette première mi-temps. Penalty que transforme indiscutablement Andienta. Vieira, géant, aussi grand sur le terrain qu'il est grand par la taille. Et là, le 2e chef-d'œuvre de l'équipe de France. Dans les dernières secondes de match, Fabien Barthez veut éviter le corner. Raoul le met juste au-dessus. L'équipe de France va donc s'imposer 2-1. Vous battez l'Espagne, vous avez le Portugal aussi, ça c'est un gros morceau. Portugal nous mène 1-0, on domine tout le match, on n'arrive pas à marquer. Fabien nous fait 1 ou 2 arrêts décisifs. Et puis on égalise, c'est Thierry Henry qui égalise. Et puis Zizou sur penalty après prolongation. Regardez bien le travail remarquable d'Anelka puis de Thierry Henry. Amorti du gauche, frappe du droit de Thierry Henry. Trezeguet face à Victor Bailly. Et puis Abel Ravier qui fait le geste qu'il ne faut pas faire. C'est terrible, il y avait pénalty, il y a but de Zinedine Zidane. 2-1, c'est le but en or. Dans 24 heures maintenant, le cœur de millions de Français battra au rythme de la Marseillaise pour la finale de l'Euro 2000 à Rotterdam. Vous le savez, les tricolores affronteront l'Italie. Pour les Français, pour vous, la victoire ne fait aucun doute. Selon un sondage IFOP à apparaître demain dans le journal du dimanche, vous êtes en effet 9 sur 10 à croire à la victoire finale. Mais avec l'Italie comme adversaire,
c'est une revanche du quart de finale de 1998 qui s'annonce. Les Bleus connaissent trop bien les Azzurri pour ne pas les craindre. Je pense pas que l'Italie ait joué un beau football à voir, mais ils ont toujours été réalistes. Ils ont gagné les matchs par le plus petit des scores, mais ils les ont gagnés et je pense que c'est ça le plus important pour eux. Je pense que quand les Français sont dos au mur, ce sont aussi des gens redoutables. Un petit souci toutefois, l'état de santé d'Emmanuel Petit. Absent de l'entraînement hier, il ne semblait pas avoir beaucoup récupéré ce matin. Donc j'ai pas joué ce match, j'ai suivi ce match sur le banc de touche avec ce scénario hitchcockien, quoi. Le scénario du match pour nous est fantastique. Mais si tu regardes le match, les Italiens, ils ont la possibilité de finir le match. Fabien nous fait 2 ou 3 arrêts, notamment devant Del Piero, qui nous permettent d'espérer. Et c'est vrai que quand on égalise à la fin, hop, le changement psychologique s'est produit. Et dès qu'on a égalisé, on a senti qu'on allait gagner assez rapidement. Des matchs que tout le monde aime, à jouer forcément, mais à voir aussi. Parce qu'il y a des rebondissements, il se passe toujours quelque chose, et c'est ce qui fait la beauté de toute façon du foot. Et le France-Italie en est l'exemple. Une finale à couper le souffle, que les Italiens attaquent avec un jeu résolument offensif. Marco Del Vecchio, l'attaquant de l'AS Rome, ouvre la marque et fait rêver les Italiens. L'Italie mènera au score, jusque dans les arrêts de jeu. Et c'est vrai que quand on regarde cette finale, on voit les Italiens à la fin, ils étaient tous prêts déjà pour sauter sur le terrain, mais c'était quoi qu'est-ce qui se passe dans vos têtes là? Ce que je tiens à dire, c'est que ce qu'ont fait les Italiens, nous, à leur place, on aurait fait la même chose. Ouais. Ben oui, il reste 20 secondes. Tu gagnes 1-0, tu n'attends qu'une chose, tu es debout, tu es excité, tu dis à l'arbitre c'est fini, il faut y aller, il faut qu'on aille sur le terrain et faire la fête. 1-0, ils étaient sûrs. Comment est-ce que sur le terrain, est-ce que vous n'avez pas... Ils étaient sûrs peut-être d'un côté, mais nous, on était sûrs aussi, enfin en tous les cas, on avait la possibilité de changer les choses. Et d'ailleurs, Roger Lemaire a eu la bonne idée de changer les choses, parce que je crois qu'il fait même 3 changements. Il fait Pires, Wiltord, Trezeguet. Et les 3, ils sont impliqués dans le but. Il y a ce dégagement de Fabien. Ouais. Déviation de David Trezeguet, but et égalisation de Sylvain Wiltord pratiquement à la 94e. Ouais. Et là, à ce moment-là, on sait que c'est terminé. Coup de chance ou talent, allez savoir, Sylvain Wiltord égalise à 1 partout. À ce moment-là, on sait qu'on est champion d'Europe. Ouais, champion d'Europe, mais vous savez. Mais aussi... avant ça, il n'y a qu'un mec qui croyait. Qui c'était? Deschamps. Pourquoi? Je sais pas. C'est le seul mec qui croyait, le seul mec qui aboyait, qui était là vraiment dans ce rôle de capitaine. Ouais. Et moi, je me rappelle très très bien, c'est que j'avais tout de suite jeté un coup d'œil sur le banc de touche italien. C'est presque qu'on leur avait annoncé la pire nouvelle qu'ils avaient jamais entendue de leur vie. Comme si le ciel s'était abattu sur leurs épaules. Et c'est à ce moment-là, précisément, que j'ai su qu'on allait gagner l'Euro. Parce que là, cette finale, ça se termine par un débordement de Robert Pires. Hein, il fait un petit... le petit Cannavaro là-bas. On élimine avec une facilité. Et ensuite, il est là, Fabio. Fabio, il est dans la poche. On a éliminé Fabio qui est devenu... derrière, c'est pas mal, ça c'est juste perso, ça fait Fabio Cannavaro, celui-là, tu veux vraiment le citer parce que c'était un des plus grands de cette époque. La délivrance à la 103e minute. Une action en or de 2 remplaçants, eux aussi assoiffés de titre. Pires pour Trezeguet. On peut être champion du monde et se faire peur lors d'un match de football. La France revient de loin, de très loin. Je fais un appel vers l'avant pour porter Giuliano, Nesta et Maldini d'un côté. Et après, je fais les 3 pas vers l'arrière. Cette frappe. Et après, c'est la joie finale de nous dire, voilà, on avait accompli le travail qu'on voulait. Ça veut dire, après 98, on s'est fixé en 2000 de gagner la compétition et être le premier pays à faire le doublé. Un doublé pour une première historique dans le football international. Le monde entier loue cette équipe de France et la génération Zidane va savourer ce moment jusqu'au bout.
En revanche, ce qui est bien, c'est qu'on est resté. Ouais, c'était bon. Vous étiez assis devant les On a buts, voulu discuter. suspendre le temps. On a dit quelques bêtises. Ouais, On a envoyé quelques tacles. Tu peux pas, quand tu es footballeur professionnel, Louis, tu peux pas gagner des choses qui soient au-dessus de ça. C'est le summum. Il n'y aura rien de plus beau que d'avoir gagné avec cette équipe. Moi, je le dis souvent, c'est que nous, oui, ok, on est les premiers champions du monde, mais pour moi, les premiers champions du monde auraient dû être ta génération. Pas la nôtre. Combien de sélections? 97, moi. 97. Et toi? Une petite soixantaine. Merci Laurent. Allez, merci. beaucoup. Tu n'as rien oublié, tu m'as tout dit. On peut pas tout dire, Louis, tu sais bien. Autrement, j'aurais tellement de choses à dire sur toi. Je te demande pas de ce qui s'est passé à Quand tu l'intérieur. piquais les slips pour l'entraînement, hein, c'est pas beau. Ne dis pas le curry. Dis-moi plutôt. C'est la vérité. Arrête avec vos histoires. On ne balance pas de dossier comme ça. C'est de Non, secret, mais c'est gentil, ça.